À la une de l'actualité ce mercredi, encore un conflit foncier à Bobo-Dioulasso. C'est une affaire de lotissement de champs à Kobawe, une zone non lotie de l'arrondissement 7 de la ville qui divise deux sociétés immobilières. Les populations impliquées dans ce litige étaient face à la presse pour donner leur part de vérité. Vous les entendrez tout de suite dans ce journal. Et puis, plus que 18 mois et Bobo-Dioulasso aura aussi son centre de radiothérapie. L'Assemblée nationale a donné son quitus hier à l'exécutif pour la mobilisation des fonds qui s'élève à environ 10 milliards de francs CFA. Voilà pour le sommaire. Vous êtes bien au rendez-vous de l'information sur BF1. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. On ouvre ce journal avec un conflit foncier, un différend d'un tout autre ordre, puisqu'il s'agit là d'un bras de fer entre la société immobilière Linko Perfect et Anaï. Tout serait parti d'une entente entre Anaï et des populations sur le lotissement de leurs champs. Et l'affaire se trouve actuellement devant la justice portée par Linko Perfect qui accuse Anaï d'escroquer les populations. Il n'en est rien selon les habitants qui étaient devant la presse pour confirmer la crédibilité de la société immobilière Anaï. Toutes les explications de Majid Bakouan sur ces faits qui se déroulent à Kobawe, une zone non lotie située dans l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Kobawe, une zone non lotie située dans l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. C'est cette zone à habitat spontané qui est à la base d'un conflit entre deux sociétés immobilières. Il s'agit de la société Linko Perfect et Anaï Immobilier. Tout serait parti d'un protocole d'accord signé entre les populations et la société immobilière Anaï pour lotir leurs champs. Linko Perfect aurait donc porté plainte contre cette dernière pour avoir escroqué les résidents de cette zone. Les présumées victimes s'insurgent contre cette plainte. Ils estiment que l'avènement dans la zone de la société immobilière incriminée leur a été d'une grande utilité. Quelqu'un ne peut pas se situer à notre place pour dire qu'on nous a escroqués. Ce n'est pas possible. C'est nous-mêmes qui devons aller porter plainte que la société nous a escroqués. Bon, je vois mal quelqu'un qui va se mettre à notre place pour aller porter plainte. Donc, ce matin, notre présence ici, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu d'escroquerie. Ceux-là qui ont eu à payer les 250 000 ont eu tous leur terrain. Et c'est pour vous dire encore que même ceux-là qui ont mis 2 briques, 3 briques de couches ont eu recensement, ils ont eu leur parcelle. Donc je pense qu'il n'y a pas de polémique là-dessus. Nous ne pouvons pas polémiquer, mais si ces gens-là osent aller porter plainte parce que Anaï a escroqué les gens du non-loti, je pense que ce n'est pas vrai. Sitlé Ouattara, un des propriétaires terriens, dit avoir signé un acte de cession avec la société immobilière Anaï. Nous avons tous signé des actes de cession avec la société Anaï. Et pour le moment, on n'a pas de problème, puisqu'il a pris jusqu'à 60 et quelques familles, c'est auxquelles il a déjà dédommagé. Alors les parcelles qu'il doit donner, c'était 900 et quelques. Mais la plupart n'ont pas encore déposé, mais ceux qui ont déposé vaut 700 et quelques. Et quand il nous a recensés, on nous a convoqués même à la mairie pour nous dire comment on devait payer pour les voies et autres. Bon, je crois que ça tournait autour de 250 000 francs, ceux-là qui sont résidents. Et les non-résidents doivent payer 800 000 francs. Bon, jusqu'à aujourd'hui, bon, effectivement, les gens qui ont pu payer les 250 000 comme résidents, moi-même je suis parti, je suis résident, et j'ai payé mes 250 000 francs. Tous ceux-là qui ont payé les 250 000 ou les 800 000 francs, actuellement, ont tous eu leur parcelle. Sauf ceux-là qui n'ont pas payé, et ceux-là qui n'ont pas payé, ils sont au nombre de 189. C'est donc unique que ces résidents disent défendre leur position par rapport à la zone non lotie de Kobawe. Et puis, cette bonne nouvelle pour les malades des différents cancers éligibles à la radiothérapie de Bobo-Dioulasso. Dans exactement 18 mois, ces patients n'auront plus à se déplacer à la recherche de soins adéquats puisqu'un centre de radiothérapie y ouvrira ses portes. C'est l'assurance donnée hier par le professeur Chalmaï Ouedraogo, ministre de la Santé, à l'occasion de la plénière de l'Assemblée nationale, tenue pour donner quitus au gouvernement pour la mobilisation des ressources nécessaires. Les précisions de Luc Park-Belgam. Après Ouagadougou, c'est Bobo-Dioulasso qui aura bientôt son centre de radiothérapie pour le traitement du cancer.
Le ministère en charge de la Santé a obtenu le feu vert de l'Assemblée nationale en sa séance du jour. La loi ainsi votée autorise le gouvernement burkinabé à ratifier un accord de facilité de crédit avec Unicredit Bank Australia. Avant de donner leur voix, les députés ont demandé quelques précisions aux porteurs du projet. Pour ce qui concerne la question de la prise en charge curative par le centre de radiothérapie, alors il faut savoir que les différents types, ce sont les cancers, tous les cancers qui sont éligibles à la radiothérapie. Ces centres permettent de traiter environ 99% des cancers éligibles à la radiothérapie. Et ce sont des technologies de l'heure que vous trouvez en Europe dans les centres haut de gamme. Donc nous avons voulu que les Burkinabés, grâce donc à votre action, grâce aux lois que vous votez ici, puissent bénéficier de cette technologie que l'on rencontre en Europe et pour lesquelles beaucoup de gens étaient évacués. Les différents mécanismes d'accès seront définis avec une préoccupation essentielle de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, c'est de faire en sorte que toutes les couches vulnérables puissent accéder au traitement sans qu'il n'y ait une barrière financière de l'accès aux soins. Cette préoccupation est une condition sine qua non à l'organisation de l'offre de soins par ce centre de radiothérapie. À terme, le centre de radiothérapie pour le traitement du cancer de Bobo-Dioulasso va proposer une offre de prise en charge et de traitement des cancers de qualité pour les populations. 24 mois sont prévus pour la construction et l'équipement du centre, mais le ministre de la Santé s'attend à une inauguration de l'infrastructure 6 mois avant. Alors concrètement, ce centre, dans 18 mois, va ouvrir ses portes et permettre aux personnes qui vivent avec le cancer de recevoir un traitement par la radiothérapie. Et cela va changer complètement le visage de l'offre de soins et améliorer la survie des personnes qui vivent avec le cancer. C'est par un prêt, l'État burkinabé a contacté un prêt et grâce à ce prêt, il y a un opérateur qui va nous construire ce centre qui sera équipé avec une technologie actualisée, avec un dispositif de maintenance pour éviter la souffrance des équipements. Le coût total du projet de construction du centre de radiothérapie pour le traitement du cancer est estimé à 16,91 millions d'euros, soit 11,9 milliards de francs CFA, intégrant le coût des infrastructures, la formation du personnel et la garantie des comptes du projet. Le centre de radiothérapie de Bobo-Dioulasso va coûter 9 milliards de francs CFA contre 7,7 milliards qu'a coûté celui de Bogodogo à Ouagadougou. Cela s'explique par les différences d'envergure, de contenu et de coût, explique le ministre de la Santé. À ce face-à-face entre le professeur Chalmay Ouedraogo et les élus nationaux, une question non moins importante s'est invitée aux échanges. C'est celle du mode d'acquisition du matériel biomédical qui mettrait à mal le plateau technique. Sur le sujet, le ministre est clair, le Burkina Faso doit rompre avec ce mode aventurier qui met en danger les équipements acquis. Écoutons tour à tour la réaction du professeur Chalmay Ouedraogo et Alassane Balassakandé. Le mode d'acquisition des équipements biomédicaux définit en même temps sa durée de vie. Le mode sur lequel nous sommes jusqu'à présent, c'est un mode très aventurier qui met en danger ces équipements-là. Vous allez avoir des fournisseurs qui détiennent les codes alors que vous avez acheté l'appareil, qui vous obligent à contractualiser avec eux. Ça, c'est une réalité qui est sur le terrain, que nous avons même vu lorsque nous sommes passés à l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Un équipement de radiologie qui est là, télécommandé, mais qui ne peut pas être réparé parce que le code est détenu par le fournisseur et le fournisseur ne veut pas donner parce que la Sogemabe n'a pas payé, c'est ce qu'on nous a dit. Donc on se retrouve dans une situation, on ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer. C'est pour cela que nous militons pour qu'on puisse changer le mode d'acquisition des équipements biomédicaux au Burkina. Sinon, aucun hôpital, même neuf, ne sera viable. Beaucoup d'équipementiers ont contribué à créer de la malfaçon. Ces équipementiers, vous les avez épinglés dans votre rapport parlementaire. Il faudra vous en occuper. Il faudra vous en occuper. Si ça reste comme ça, eh bien, sachez que d'autres viendront faire la même malfaçon. Il faudra vous en occuper pour nous permettre de mettre hors d'état de nuire
ceux qui ont toujours bouffé les deniers publics, qui ont mis en danger les citoyens et qui ont fragilisé les efforts des agents de santé dans les hôpitaux. Vous les connaissez, honorables députés, puisque vous avez fait l'enquête parlementaire. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, nous souhaitons que vous puissiez donner une suite à ce rapport-là pour que véritablement nous soyons protégés donc, de cette race donc, de fossoyeurs de la République et qui nous empêche d'avancer. Nous avons dénoncé des situations. Donc, il appartient au gouvernement, il appartient à la justice aussi, parce que la justice peut s'auto-saisir sur des situations comme ça, mener des enquêtes et sanctionner les fautifs. On a dénoncé des structures. Et ces mêmes structures-là se pavanent ici. On a dénoncé des individus qui doivent à l'État. Ces mêmes personnes se pavanent ici. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et quand on dénonce, on met le doigt dessus, certains individus mal intentionnés pensent qu'on s'attaque à X ou à Y. Non. Nous restons dans le domaine de la santé pour parler du lancement de l'approche multisectorielle dans la lutte contre la malnutrition. C'est un projet initié par le ministère de la Santé pour endiguer les retards de croissance chez les enfants. Il concerne 3 districts sanitaires résolument engagés à lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes. Les précisions de John William Sonda. La malnutrition sous toutes ses formes constitue un problème de santé publique dans les pays en développement et une situation qui entraîne chez certains enfants des retards de croissance. C'est pourquoi le ministère de la Santé, en collaboration avec différents partenaires, lance le projet Approche multisectorielle pour la prévention du retard de croissance dans les districts sanitaires de Fadangourma, Zorgo et Zignaré. L'occasion a été saisie en marge du lancement de ce projet le 16 avril pour dresser l'état des lieux des actions déjà entreprises pour lutter contre la malnutrition et prévenir les retards de croissance chez les enfants de moins de 2 ans. Alors, on peut dire que c'est encourageant. Encourageant dans la mesure où beaucoup d'efforts sont consentis par le gouvernement pour pouvoir donc réduire donc, la prévalence du retard de croissance. En parlant de retard de croissance, c'est la situation où en fait un enfant paraît plus petit et pour son âge par rapport à sa taille. Ça veut dire que quand il a 2 ans, mais quand on regarde sa taille, il n'a pas la taille d'un enfant de 2 ans en fait. C'est ça qu'on appelle retard de croissance en français assez simple. Donc, c'est essentiellement s'approprier en fait toutes les approches que l'on va faire. C'est essentiellement optimiser tout ce que nous allons faire pour qu'on puisse aller encore un peu plus loin, comme je disais déjà. Selon les résultats de l'enquête nutritionnelle nationale, la prévalence du retard de croissance est passée de 35,1% en 2019 à 24,9% en 2020. Une chute qui devrait continuer, d'autant plus que beaucoup de choses pourraient changer avec la mise en œuvre du dit projet. Alors, ce qui va changer fondamentalement, c'est la façon dont nous allons travailler. Nous allons travailler en prenant en compte donc, différents secteurs, dont par exemple le secteur de l'eau, hygiène, assainissement. Et nous allons donc améliorer en fait tout ce qu'il y a comme prise en charge donc, de la malnutrition. Nous allons améliorer en fait les approches innovantes. Nous allons améliorer en fait les pratiques optimales de nourrition et du jeune enfant. Et à terme, on va voir qu'on va pouvoir lutter durablement contre la malnutrition chronique. Et ce qui va changer. Parmi les projets qui œuvrent dans le domaine de la malnutrition et les retards de croissance, l'approche multisectorielle pour la prévention de croissance n'est pas un projet de trop. Certains éléments le distinguent très bien des précédents. Ce qui, je dirais, plutôt que la marque distinctive de cette initiative, se résume en 4 éléments. Le premier élément, c'est le système de renforcement des systèmes de santé. Et le deuxième élément, c'est en fait l'appropriation nationale. Le troisième élément, c'est la gouvernance locale. Le quatrième élément, c'est la co-création des solutions par les communautés. À terme, le projet Approche multisectorielle pour la prévention du retard de croissance permettra de renforcer la gouvernance locale à travers une intégration plus accrue des interventions de santé et de nutrition dans les plans communaux de développement. Changement de registre à présent avec le syndicat national des secrétaires du Burkina qui s'insurge contre le gouvernement sur le statut particulier des différents métiers de la fonction publique. Une réforme pour une meilleure gestion des carrières des agents. Selon le gouvernement, le SINASEB pense plutôt à du saccage de carrière car la réforme supprime certaines catégories dans leur profession. Dénonçant donc la destruction de leur carrière, le syndicat appelle l'exécutif à reconsidérer certains pans de ce statut. On fait le point avec Benjamin Kwame.
C'est en novembre 2019 que les statuts particuliers des différents métiers de la fonction publique ont été adoptés en Conseil des ministres. Le processus d'élaboration du répertoire interministériel des métiers de l'État, lui, a démarré depuis 2017. Toutes ces réformes entreprises visent une meilleure gestion des carrières des agents selon le gouvernement. Mais les secrétaires du Burkina ne voient pas cette ambition d'un même œil. Le syndicat national des secrétaires du Burkina parle de saccage de carrière pour avoir vu certains emplois supprimés dans leur profession. Nous voyons que la catégorie A de l'emploi des secrétaires a été supprimée, sans au préalable l'implication des secrétaires pour dire, bon, voilà, nous allons supprimer la catégorie A. Mais maintenant, ceux qui sont à A, voici les emplois dont ils pourront être reversés. Ceux qui sont au niveau des catégories C et B, voici les emplois désormais dont ils pourront progresser. Ça n'a pas été fait. Pourquoi on dit que c'est un saccage? C'est un saccage parce qu'on n'est pas situé. Nous n'avons jamais demandé la suppression de cet emploi. Nous avons toujours demandé la valorisation du corps. Le SINASEB ne s'arrête pas là. Il exprime sa désolation parce que certains secrétaires ne sont jusque-là pas situés sur les prochains concours professionnels. Ceux qui doivent postuler dans les emplois supérieurs, présentement même ne savent pas. Ou qu'est-ce qu'ils vont faire? La préparative des concours professionnels, les gens ont commencé depuis octobre. Mais jusqu'à là, nous, on ne peut pas se préparer. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut bosser. Il faut s'attendre à quoi? Est-ce que nous, on aura accès à un autre emploi donné? C'est là nous disons non. L'accès et l'admission à un concours professionnel, là, ça se fait sur la base du mérite et non pour le quota. Puisque pour nous, le gouvernement est en train d'encourager le laxisme et la médiocrité. Il pointe du doigt également le professeur Seni Ouedraogo, le ministre en charge de la fonction publique, qui ne se montrerait pas disponible pour résoudre leurs préoccupations depuis sa prise de fonction. Le professeur Seni Ouedraogo, au lieu de s'apaisantir ici les préoccupations réelles des travailleurs, passe tout son temps à jouer la carte dangereuse de la division entre les organisations syndicales de son département, en impliquant certains dans les activités et en ignorant d'autres. Et prenant à témoin la presse, le syndicat des secrétaires étale plusieurs exigences, dont l'une est de permettre à ces derniers de postuler aux emplois de leur choix. Le SINASEB exige la poursuite sans condition des négociations avec les partenaires sociaux afin de maîtriser les tenants et les aboutissants de ces réformes. La possibilité pour les secrétaires des catégories C et B de postuler aux emplois de leur choix sans les principes de diplôme ni de quota, car l'admission à un concours professionnel se fait sur la base du mérite. Du reste, tous les moyens possibles seront trouvés pour atteindre tous ces objectifs et le gouvernement endossera les conséquences au cas échéant, alerte le syndicat des secrétaires. On parle religion à présent. Si vous ne le savez peut-être pas encore, sachez que depuis le 3 novembre 2020, le CERFI dispose d'une direction générale de la Zakat pour une meilleure gestion de cette prescription religieuse destinée aux pauvres et aux indigents. Mois de Ramadan rime avec charité et partage. Le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique est à pied d'œuvre pour l'opérationnalisation de la Zakat House. Soto Justin Dabiré nous en dit plus. Ramadan, mois de jeûne, de prière et de purification, est aussi considéré comme le mois de charité après lequel les croyants doivent payer leur zakat. La zakat, une obligation religieuse imposée à tous les croyants musulmans et qui est destinée aux pauvres et indigents. Pour la collecte et une meilleure gestion des ressources de la zakat, le Cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI a créé une direction générale de la zakat dénommée Zakat House. La Zakat House est une institution financière à caractère social mise en place par le CERFI et dont le lancement officiel a eu lieu le 3 novembre 2020 passé. Et actuellement, nous sommes en train de travailler à installer les instances de la Zakat House au niveau régional et provincial. Donc la Zakat House est une institution qui est chargée de collecter et de mieux gérer les ressources de la Zakat à travers des investissements pour non seulement faire sortir les populations de leur situation de pauvreté et aussi pour permettre le développement économique et social de notre pays. C'est à travers une conférence publique sous le thème « La responsabilité individuelle ou communautaire face à la finalité de la zakat au Burkina »
que la direction générale de la Zakat House a procédé au lancement officiel de ses activités à Bobo-Dioulasso. Quelle est la place que nous réservons à Dieu en termes d'amour, mais également l'attachement que le croyant a pour le matériel de ce monde, puisque Dieu lui impose d'enlever son matériel, d'enlever son bien pour donner aux plus démunis parmi eux. Et tout cela par amour pour Dieu, parce que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus utile aux autres. En deuxième dimension, par rapport à cette responsabilité individuelle, c'est de rappeler que prélever son bien pour donner aux démunis parmi nous, c'est un devoir de redevabilité également. Et en la matière, Dieu même nous rappelle, vous ne serez la meilleure des communautés que lorsque vous serez à mesure de donner l'exemple. Et Dieu nous dit, donner l'exemple, ça passe par le fait d'appeler au bien, en donnant l'exemple, en faisant le bien, en s'interdisant de faire le mal et en croyant véritablement en Dieu, parce que vers lui tous nous allons retourner pour rendre compte des actes que nous posions. La Zakat House vise à créer un cadre qui facilitera aux fidèles l'accomplissement de la zakat et œuvrer à l'éradication de la pauvreté au Burkina. Ses principales missions sont, entre autres, collecter les biens zakataires et les redistribuer aux pauvres. L'actualité internationale a largement dominé ce 21 avril par la mort ce 20 avril du président tchadien. 24 heures après, le pays se réveille avec un nouveau dirigeant, le général Mahamat Idriss Déby, fils du défunt maréchal guerrier, porté à la tête de la transition. Un conseil militaire de transition que rejettent déjà les rebelles, qui promettent d'ailleurs de marcher sur N'Djamena. Qu'à cela ne tienne, les hommes du général Mahamat Idriss Déby se sont déjà déployés dans les rues de la capitale pour rassurer les populations et prévenir toute incursion militaire. Au lendemain de la mort du maréchal Idriss Déby, le Tchad se réveille avec un gouvernement de transition présidé par le général Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président. Celui qui était le chef de la garde présidentielle a dissous gouvernement et Assemblée nationale avant de nommer 14 généraux à ses côtés pour diriger le Conseil de transition et continuer la lutte contre les rebelles. Notre engagement sur le front de la lutte contre le terrorisme pour lequel s'est sacrifié le maréchal du Tchad ne va pas faiblir. Nous serons présents et actifs aux côtés des pays amis pour combattre sans relâche libre, terroriste et obscurantisme. Le CMT a juré que de nouvelles institutions verraient le jour avec des élections dans un délai de 18 mois. Les forces de défense et de sécurité ne cherchent nullement à s'accaparer du pouvoir. Nous voudrions rassurer l'opinion que les membres du Conseil militaire de transition vont rendre le pouvoir à un gouvernement civil. Alors que N'Djamena s'apprête à organiser les obsèques d'Idriss Déby ce vendredi, l'armée s'est déployée dans les rues de la capitale pour rassurer la population et prévenir toute incursion rebelle, comme en février 2008 quand une attaque avait été repoussée aux portes du palais présidentiel grâce au soutien militaire français. Un couvre-feu a été instauré et les frontières du pays ont été fermées. Au nord de N'Djamena, dans la région du Kanem, les combats qui durent depuis 9 jours continuent. Les rebelles ont promis de marcher sur la capitale et rejeter catégoriquement le conseil militaire mis en place autour de Mahamat Déby. La mort du maréchal Idriss Déby Itno qui choque au Tchad et au-delà de ses frontières. Depuis l'annonce de son décès, les réactions de la communauté internationale se sont multipliées. De nombreux dirigeants africains ont salué la mémoire du défunt président. Alors qu'il participait à un sommet régional sur la crise en République centrafricaine, les dirigeants africains réunis en Angola ont observé une minute de silence en hommage à Idriss Déby, le président tchadien décédé ce mardi. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde tristesse à la suite du décès de son Excellence, le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, survenu mardi dans son pays. Ils présentent leurs condoléances à sa famille ainsi qu'au gouvernement et au peuple tchadien.
À l'annonce du décès d'Idriss Déby, la RDC a décrété une journée de deuil national vendredi. Cette disparition est une lourde perte pour le Tchad, mais aussi pour la région sahélienne, et l'Afrique a quant à lui réagi, le président de la transition malienne, tout comme l'ancien ministre des Affaires étrangères malien ou encore le président ivoirien Alassane Ouattara. Du Cameroun au Burkina Faso, en passant par le Niger et le Gabon, les réactions des chefs d'État africains ont été très nombreuses, à l'international aussi, avec notamment les États-Unis. Nous présentons au peuple tchadien nos sincères condoléances à l'occasion du décès du président Déby. Nous condamnons les récentes violences et les pertes de vies humaines au Tchad. Les États-Unis sont aux côtés du peuple tchadien en ces temps difficiles. Nous soutenons une transition pacifique du pouvoir conformément à la constitution tchadienne. Autre message, celui du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a salué la décision historique d'Idriss Déby de renouveler les relations du Tchad avec l'État hébreu. Outre les condoléances de rigueur, les Nations Unies, elles, ont rappelé la situation humanitaire dans laquelle se trouve le Tchad. La situation au Tchad est caractérisée par des besoins humanitaires croissants liés au conflit dans le bassin du lac Tchad, ainsi qu'aux effets du changement climatique. Nous ainsi que nos partenaires poursuivons nos opérations dans le pays pour aider les communautés touchées. Nous exhortons la communauté internationale à fournir un soutien financier pour répondre aux besoins des personnes dans le besoin. Enfin, Paris a exprimé son ferme attachement à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Tchad. Ce qui nous semble essentiel désormais, c'est que un processus de transition démocratique puisse se mettre en place et que la stabilité du Tchad puisse être préservée. Et ce qui est certain, c'est que la lutte contre le terrorisme au Sahel ne s'arrête pas. Et je ne doute pas que nous pourrons poursuivre ce qui a été engagé courageusement depuis déjà plusieurs années. Les obsèques d'Idriss Déby auront lieu vendredi. La cérémonie funéraire débutera ici, sur la place de la Nation à N'Djamena, avec les honneurs militaires. Rendons-nous à présent aux États-Unis d'Amérique, où le Burkina Faso rayonne. Et pour cause, un de ses fils vient d'être distingué meilleur enseignant de New York. Sur 24 universités de cet État, il a le plus charmé le jury chargé de désigner le meilleur enseignant de par ses performances. On écoute le lauréat, Dr Boukari Sawadgo, nous relater toute sa fierté de porter haut le drapeau national. Le prix que j'ai reçu, c'est un grand honneur pour moi. Ce prix est décerné chaque année par l'université City University of New York, qui est, je dirais, c'est comme, dans le système américain, on l'appelle ça University System. Ça veut dire que c'est genre une fédération de 24 universités. Donc, quand je dis mon université, à l'intérieur de cette université, il y a 24 universités. Donc, chaque année, on voit quels sont le meilleur ou bien la meilleure professeur pour le récompenser ou bien la récompenser. Et cette année, le choix a été porté sur moi, 2021. Donc, je suis désigné comme le meilleur professeur parmi les 24 universités. Donc, les critères qui ont prévalu, évidemment, il faut être un professeur dans l'une de ces 24 universités, avoir fait preuve d'une productivité intellectuelle intense, rigoureuse et de qualité, et aussi faire preuve d'une excellence dans l'enseignement. Et en outre aussi, il faut être actif, s'engager dans le monde académique. Et c'est tous ces critères qui ont prévalu. Et on ne dit pas, ce sont les responsables des 24 universités qui portent les choix. Ce n'est pas un prix auquel on postule. Et vraiment, j'en suis ravi, très reconnaissant pour avoir eu ce prix. C'est ce sentiment de reconnaissance, d'humilité aussi qui m'anime. Et ici, pour moi, l'occasion de dire grand merci à tous ceux qui me soutiennent et qui m'ont toujours soutenu, mais surtout un hommage appuyé au Burkina Faso et à l'Afrique, parce que c'est là où sont mes racines, c'est là où j'ai débuté avant de venir faire le doctorat ici.
Toujours aux États-Unis d'Amérique, l'ex-policier américain qui a tué George Floyd est coupable de ce meurtre. Ainsi en a décidé la justice américaine ce mardi. Ce verdict de culpabilité de Derek Chauvin, un tournant décisif dans l'histoire. Ce procès hautement symbolique a provoqué des larmes de soulagement et des cris de joie à Minneapolis. Une nouvelle date marquante dans la douloureuse histoire de la question raciale aux États-Unis. L'ex-policier Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd et pourrait passer des décennies en prison. Dans le cadre du premier chef d'accusation, notre jury déclare l'accusé coupable. Un verdict attendu par la famille de George Floyd. Le voir sortir de la salle d'audience menotté, comme mon frère a été menotté, cela m'a montré qu'il n'avait plus le pouvoir, qu'il ne contrôlait plus rien. C'est mon frère qui a le contrôle. Ces images de mai 2020 avaient fait le tour du monde. Un policier blanc plaque un Afro-Américain contre le trottoir. Son genou sur le cou l'empêche de respirer. Elles avaient déclenché des protestations mondiales et des appels à réformer la police. Ce mardi à Minneapolis, la satisfaction se mêle à la tristesse. Nous ne célébrons pas l'emprisonnement d'un homme. Nous aurions préféré que George soit en vie. Mais nous célébrons parce que des jeunes, blancs et noirs, dont beaucoup ont été pointés du doigt, ont manifesté encore et continué à avancer. Joe Biden a salué le verdict. Pour lui, cette affaire a arraché les œillères de la société américaine. Le verdict de culpabilité ne ramène pas George. Mais à travers la douleur de la famille, ils trouvent un but. De sorte que l'héritage de George ne sera pas seulement lié à sa mort, mais à ce que nous devons faire en sa mémoire. Une foule s'est rassemblée ce mardi à l'endroit où George Floyd est mort. C'est la première fois dans l'État du Minnesota qu'un policier blanc ayant tué dans l'exercice de ses fonctions est condamné pour meurtre. Un procès historique qui nous rappelle à tous que seule la lutte libère. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les éditions de la mi-journée sur BF1. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve demain, même heure, même canal pour notre point de l'actualité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.